Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de la Chenelle. Nous sommes en édition Studio sans contact et comme vous le savez, c'est une émission qui va dans toutes les directions. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons une femme dont les écritures en auront influencé plus d'un. Et pour parler et analyser ses œuvres littéraires, nous serons en compagnie d'une talentueuse auteure, soit Marie-Ève Lamontagne. Mais tout d'abord, pour quelques minutes, allons rejoindre par voie téléphonique une artiste dans l'âme qui a marqué le Québec de différentes façons, et ce, depuis des décennies. Elle a été actrice, animatrice et maintenant auteure. Elle a su se renouveler constamment. Elle est reconnue pour son énergie et son sourire contagieux. Bonjour, Danielle Ouimette. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Je voudrais te poser cette question-là parce que je sais que présentement, tu as subi une blessure qui t'empêche pour l'instant d'être avec nous en studio et qui représente une restriction de plus durant ce confinement. Ouais, ben c'est un genou qui veut pas suivre la fille. Et puis ça me fait mettre une démarche en béquille. Mais ça va passer. Je suis allée voir des bons médecins. Ça a pris du temps parce que bien sûr, je ne pouvais pas prendre la place de ceux qui sont plus malades que moi. Mais ça va se régler. J'ai des solutions, puis moi, je suis très disciplinée. Hein. La pandémie ne me dérange pas du tout parce que je sais qu'il y a des choses à faire pendant la pandémie, puis on va les faire. Puis quand ça va être fini, ben écoute, on passera à autre chose. Mais c'était justement ma première question, comment tu vis la pandémie, mais tu es une artiste éternelle qui se renouvelle, donc tes activités présentement, c'est l'écriture et la peinture, je crois. Oui, ben c'est parce que quand je travaillais à l'extérieur, j'avais toujours quelque chose à faire. Hein? J'avais des émissions à aller faire, j'en ai quelques-unes que j'ai créées moi-même. Je commence à travailler à l'extérieur des caméras, c'est-à-dire derrière les caméras. Et j'avais fait un spécial Valérie 50 ans. Je voulais continuer naturellement mes émissions en parlant de cinéma de l'époque, etc. Tout était en marche, mais bon, la pandémie a tout arrêté ça. Et là, je me suis dit, bon, ben, OK, je vais rentrer à la maison pour on va attendre. Et puis, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose de très bien pour moi dans cette pandémie-là. C'est que toutes les choses que j'avais jamais le temps de faire à la maison, je peux les faire maintenant. Alors, je veux dire, j'en ai tellement que ça en est étourdissant. Et dans ces moments de détente-là, parce qu'il n'y a pas que le ménage, il n'y a pas que je suis en train de passer à travers toutes mes filières, toutes mes photos, puis c'est le gouvernement qui va en profiter parce que Dominique Michel m'a dit tu peux donner tout ça au gouvernement et puis il va être très heureux, ça va faire partie du patrimoine. Alors en passant à travers ça, en faisant de l'écriture en arrière de chaque photo, etc., j'ai décidé de reprendre et l'écriture et la peinture et je n'arrête pas, je suis toujours occupée. J'ai pas besoin de sortir, sauf pour aller faire mes commissions, puis c'est à peu près tout. Je suis très heureuse, il n'y a pas de problème. Danielle, quels sont tes projets à court et moyen terme? Ben, c'est la sortie du livre, mais pas avant 2022, parce que, comme disait mon éditeur, ça donne rien de faire des interviews à travers des... La rencontre dans les salons du livre sont très importantes et donc on ne prévoit pas, à moins que ce soit au mois de décembre de cette année, le salon du livre à Montréal et le prochain ce serait le salon du livre à Québec au mois de février-mars. Alors, à moins de la sortie au mois de mars l'année prochaine, on ne prévoit pas de faire un lancement, même si mon livre est écrit, même s'il est prêt, on ne prévoit pas avoir de lancement avant ce temps-là parce qu'ils veulent que j'aille rencontrer les gens et avec raison. C'est en parlant aux gens et en faisant une promotion intense que les gens peuvent voir exactement où on en est rendu avec le livre. Et puis, je vais reprendre éventuellement, c'est sûr, l'émission de télévision que je voulais faire, que je voulais produire. Et j'ai une pièce de théâtre qui devait être faite cet été. Et puis, encore une fois, c'est retardé jusqu'à la saison prochaine. Alors, l'année prochaine, il y a une pièce de théâtre qui va se faire avec France Castel. On est en train de monter ça et c'est très drôle. Les dates sont arrêtées pour l'année prochaine. Alors, voyez-vous, moi, j'ai encore un an de repos, là. Après ça, ça va être le bordel parce que je ne pourrais pas arrêter, je pourrais plus être à la maison.
Ma chère Danielle, j'ai une invitée avec moi. Notre invitée aujourd'hui est une écrivaine, une auteure comme toi. Elle s'appelle Marie-Ève Lamontagne. Elle avait une question à te poser. Nous sommes bousculés par le temps. Il nous reste 2-3 minutes. Vas-y, Marie-Ève. Ben Daniel, bonjour. D'abord, je trouve ça très drôle parce qu'on a 2 points en commun. C'est sûr, si je me permets de te tutoyer, que tu te souviendras pas de moi parce qu'on voit tellement de monde dans le milieu des médias. Mais j'ai travaillé à TQS pendant 8 ans. Et je t'ai côtoyé à quelques reprises, mais moi j'étais du côté caché. Oui. Alors c'est drôle de se retrouver de cette façon-là après autant d'années, mais en tout cas, moi je t'ai vu, je t'ai côtoyé, mais j'étais caché dans un petit coin de la régie, donc ce serait très normal que tu te souviennes pas de moi. Et ma question en fait, je m'interroge toujours sur le métier d'auteur, sur qu'est-ce qui motive les gens à écrire leurs livres. Donc ma question est la suivante, c'est quoi toi qui t'inspire à écrire? La motivation d'un livre, c'est tout ce que tu as vécu puis que tu n'as jamais raconté ou que tu n'as jamais eu l'occasion de raconter. Moi, mon prochain livre, ça va être toutes les anecdotes de choses bizarres qui sont de gens que j'ai rencontrés. Parce que quand on a, comme cette année, ça va faire 58 ans que je fais le métier, c'est sûr qu'en dehors de la caméra, il y a des gens qui t'ont raconté des choses, qui ont vécu des choses et qui t'ont étonné dans la vie, puis tu n'as pas l'occasion, naturellement, quand tu rentres en studio, de partir sur des choses aussi privées que ça. Alors moi, je pense que de laisser des images de ceux qu'on a rencontrés dans la vie, c'est un beau cadeau à faire à la vie. Et tout ce qui s'appelle écriture, c'est un bout de soi qui, même dans l'imaginaire, c'est un bout de soi qu'on laisse partir dans un public qui peut-être va se rappeler de soi, de toi un peu plus tard. C'est très important de laisser une image de la saison, des années que tu as vécues, parce que dans quelques années, quand on ne sera plus là, les gens pourront dire hey, c'était comme ça à cette époque-là. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les bibliothèques du monde sont très populaires, c'est pour voir l'évolution de tout ça. Je ne veux pas dire qu'on peut faire la différence, il y a des gens beaucoup plus importants que nous, mais dans le quotidien, c'est très important d'avoir une référence et puis c'en est une. Bien, merci Daniel. Comme je te le disais dans nos conversations, à se comparer, on se console. Je te souhaite bon courage et on va se reprendre en studio au Bâton Rouge. Avec le plus grand des plaisirs. Quand je vais pouvoir marcher comme il faut, là, ça semble se placer de ce côté-là. Là. Bon, tant mieux. Ça me ferait plaisir d'aller vous voir. Bon, tu es rafraîchissante. Je te souhaite une belle journée. Bye bye. Bye bye. Gros, Marie-Ève, bonne chance avec tes projets. Merci. Bye bye. Merci. Bye. Maintenant, notre deuxième et principale invitée, c'est une communicatrice dont certaines épreuves ont poussé à réaliser un rêve de jeunesse, soit devenir écrivaine. Elle est avec nous aujourd'hui pour expliquer les raisons derrière ses 2 premiers bouquins et ce qui sera fort intéressant. Je vous présente donc une femme dont le dynamisme n'a d'égal que son humilité, celle dont le sourire est désormais véritable, Marie-Ève Lamontagne. Bonjour Marie-Ève. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi. Moi, ton Tu histoire... répondre à ma question? Bien? Ben oui, je vais bien. Oui, merci. Je t'ai fait comme un petit signe. Ok, j'avais pas. Je suis tellement habitué de faire parler les gens. Quand c'est mon tour, j'oublie. Non, je n'ai pas encore fait ça. Je sais. Ton histoire est inspirante, intéressante, particulière, mais avant d'analyser le pourquoi et le comment de tes 2 premiers bouquins, qui s'appellent Amour, aller-retour, l'estime de soi et la clé, j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de ton parcours académique et professionnel. Je ne te parlerai pas de l'incidence de la crise. Toi, la pandémie, ça ne fait pas ton affaire de parler de ça, tu m'as dit. Non. Fait qu'on va l'éviter, on va parler de ton parcours. Mais attends, là, Ouais, ne ok. fais pas dire des choses. Je trouve qu'on en parle beaucoup. Puis, c'est juste que, je trouve qu'il y a tellement d'autres choses à parler. J'en parle, mais disons que quand je peux parler d'autres choses, ça fait pas Oui, c'est bien certain. Avant de devenir écrivaine, toi, tu fais quoi dans la vie? C'était quoi tes études? Qu'est-ce que tu as fait, disons, depuis ton arrivée de l'école, puis tout ça? C'est quoi? Moi, j'ai étudié, en fait, j'avais fait 1 an en lettres. Parce que j'avais comme moi. appliqué... Ah oui, pas mal, bon. Au Vieux-Montréal? Non, j'avais fait ça à Lévis. J'habitais à Québec dans ce temps-là, donc à Lévis. Et puis, j'avais appliqué, en fait, en arts et technologie des médias à Jonquière, qui est le seul programme pour apprendre tous les métiers techniques de la télévision et tout ça. Puis finalement, j'avais été refusée, donc j'ai fait 1 an en lettres où j'ai pris ça cool. Et l'année d'après, j'avais été acceptée, donc j'allais faire 3 ans là-bas à Jonquière. C'était 3 belles années. Et j'ai eu la chance de faire mon stage à Radio-Canada ici à Montréal, donc de vivre plein de belles expériences. Un choc culturel aussi, un peu? Ouais, Pour une fille de la campagne, comme on pourrait dire, non?
Ouais, ça a pas été ça. Non, ça m'a pas tant fait un choc, mais oui, c'est une adaptation oui, quand même. c'est sûr. Mais on est jeune aussi. Oui, mais quand on c'est est plus jeune, difficile, mettons, qu'à 30 ou à 40 ans. Ben, tu vois, c'est le contraire, je pense. Okay. Moi, je l'ai vécu beaucoup plus facilement, j'étais beaucoup plus dans l'ouverture que maintenant. Parce que là, t'es habitué dans tes pantoufles comme un chat, oui, faut pas changer les habitudes. Ben, j'échange souvent, mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait Jonquière après. J'ai fait toutes sortes d'expériences, j'ai travaillé un petit peu en cinéma, tout ça, puis finalement, la vie a fait en sorte que j'ai rentré justement à TQS en janvier 2001, et je suis restée jusqu'à la toute fin en 2008, puis j'ai toujours gravité dans le milieu des médias, comme Richard de Plateau, j'ai fait du montage, un petit peu de sortes de métiers techniques, vraiment derrière la caméra. Et après ça, j'ai passé 5 ans chez Astral Media, qui est devenu Bell Media aujourd'hui. Plus à titre de coordonnatrice, où j'ai travaillé sur des chaînes comme Super Écran, Historia, Canal Vie, etc. Et c'est en 2013, j'ai décidé de vraiment sauter dans le vide. J'en avais le ras-le-bol de... Sauter dans le vide, ça veut dire? J'ai laissé ma job, mon fonds de pension. Restructuration de ta vie complète. Ouais, mais j'étais vraiment pas en bon état. Fait que c'était en même temps comme une dépression. Mais avant d'arriver justement en 2014, c'était une année déterminante pour toi. Parce que cœur oblige, écrire, c'était une idée depuis l'enfance. C'était ton rêve d'enfance. Ben, j'écrivais quand je me souviens. On aborde un petit peu ça pour commencer, Ben oui, tu fais bien de le dire parce que je pense que des fois dans l'enfance, qu'est-ce qu'on fait de manière naturelle, de se ramener à ça parce que c'était là. Puis moi, je me souviens d'écrire sur le bord de la fenêtre de ma chambre, sur un bureau. J'écrivais des histoires vraiment mystérieuses, là. Tu sais, l'Atlantide, le triangle des Bermudes. Okay, non, j'aime vraiment pas les trucs d'horreur. Mais des trucs mystérieux, tu sais... c'était vraiment, pour une petite fille de 7 ans, c'était pas vraiment commun. Ouais, c'était pas élevé, c'était inhabituel, disons ça comme ça. Puis à un moment donné, j'ai arrêté d'écrire parce que ça me demandait trop d'efforts mental de rechercher des affaires, puis j'ai complètement arrêté d'écrire, mais j'ai toujours écrit d'une manière ou d'une autre. Puis ça sommeillait en toi. Oui. Vraiment. On m'a toujours dit que j'étais habile avec les mots. Mais as-tu fait hors élève parce que t'as pas fait tes maths secondaire 5 comme la plupart des gens? Non, t'avais fait tes maths. Tout fini. J'ai jamais vraiment aimé l'école, alors je me suis arrangée pour pas avoir à passer là. Mais tu te considères comme quelqu'un qui maîtrisait sa langue? Oui. On va aller maintenant explorer l'année 2014 qui a été marquante pour toi. Tu as vécu des remous, comme tu le disais. Un 4e arrêt de travail, changement d'emploi, est-ce qu'on doit dire perte d'emploi? Et après 100 pages, après tout ça, tu as décidé que ça pourrait faire un bouquin. On va commencer là. Qu'est-ce qui t'amène à... Parce que ça a été un peu un exutoire pour toi. Tu vivais ce qui t'amène à ton sujet de ton livre. Ça s'est déroulé comment tout ça? D'abord, moi, je crois que, à part si t'écris, mettons, un livre de recettes, là, ou des choses comme ça, un livre qui vient de nous, c'est à nous que ça sert en premier. Pour moi, c'est la première chose. Puis, j'ai écrit l'histoire du premier livre parce que c'est une histoire que quand je racontais aux gens, tout le monde la trouvait belle. Même si elle est spéciale, puis tu dis, voyons Marie-Ève, qu'est-ce que tu avais dans la tête là, quand tu lis? Il y en a qui me disent, j'ai envie de te shaker et tout ça. Mais cette histoire-là, c'est quand je voyageais dans le train tous les jours. À un moment donné, j'ai vu un inconnu rentrer, puis mon cœur a complètement chamboulé, puis je suis rentrée dans un paquet de mécanismes intérieurs de quête d'attirer son attention, mais je ressentais quelque chose de vraiment, là, tu sais, puissant. Karmique, puissant, que je pouvais pas expliquer. On appelle ça un coup de foudre? Tu sais, on pourrait, mais en même temps, on se connaissait pas, on s'est pas parlé, mais l'histoire a duré sur plusieurs années. J'ai lu ce passage-là que tu m'as fait parvenir. Je trouvais ça spécial. Qui cachait, des fois, les apparences sont trompeuses. On pourra en parler, mais continue. Mais c'est ça. Fait que quand j'ai arrivé, j'ai plongé dans mon arrêt de travail, on va dire comme ça, parce que avant de donner ma démission, j'ai été 2 mois comme en arrêt maladie. Et évidemment, quand on est dans le vide, quand on n'a plus rien, puis moi, j'étais... Parenthèse, vraiment, tu sais, je vais te passer l'expression anglaise, une control freak, on m'appelait comme ça chez Astral. La fille qui veut que tout soit parfait, tout comme elle, comme c'est comme Très perfectionniste, mais à un point maladif. Non, dégueulasse. Puis, moi, j'aime ce terme. Tu veux tout dire. Puis, fait que là, j'arrivais dans le vide. J'ai pas aucune perspective d'avenir. Je veux dire, j'ai même pas d'argent de côté. J'ai plus rien. J'ai un enfant de 8-9 ans à peu près à ce moment-là. Je pensais pas que... il y a 18 ans maintenant, mais à ce moment-là, oui. Ça ne te rajeunit pas?
Non, j'ai Non. des petits cheveux blancs cachés, là, mais... Ouais. Mais, ouais, fait que c'est toute cette... Puis la peine, parce que l'histoire du premier livre, c'est qu'à un moment donné, ça vient avec une fin, cette histoire-là. Puis, fait que je me suis retrouvée vraiment dans un... Je veux pas dire le mot qui me passe par la tête, dans un amas émotif vraiment inconfortable. Et ben c'est ça, c'est là que je me suis mis à écrire parce que je me suis dit, là, si je regarde mes murs à longueur de journée, moi, je vais virer folle. Fait que je me suis mis à écrire, puis comme je te l'avais raconté, Oui. ben, au bout de 150 pages, je me suis dit, ben là, je suis en train d'écrire un livre. Mais tu moi, m'avais là. dit 100. 100, écoute, Ok. je ne sais pas, disons qu'on s'entend pour 100 comme je Ok, t'ai dit. on va dire 125. Ouais. On va Un négocier. consensus. J'ai aucune idée au bout de combien de pages Ouais. je me suis dit, ça pourrait faire un livre. Puis j'ai commencé à le soumettre, j'ai eu plein de critiques négatives. On m'a dit que non, c'était pas ci, c'était pas ça, patati patata. Puis le processus a été vraiment très long. Ça, tu vois, c'était peut-être en 2014, puis il a été publié en 2017. Fait que ça te donne une idée, là. Ouais, puis ça, c'est le deuxième. Qui a Ouais. le même titre, sauf que là, on parle du diamant brut. Ouais, l'émergence du diamant brut. C'est, dans le fond, c'est des livres, tu sais, le terme, le mot amour est beau et tout brillant, Oui. j'adore ça. Ça Mais, attire. ouais, mais moi, je suis tellement, j'aime tellement ça quand ça brille. Mais Bon. c'est l'amour, mais c'est plus l'amour de soi, dans le fond, un Ouais. peu. On va parler de la rédaction comme telle avant d'aller dans le vif du sujet. Quand on va parler aussi des causes, puis tout ça, pourquoi tu as écrit. On va aller dans un sujet peut-être un petit peu psychologiquement plus sérieux. L'aspect le plus difficile, est-ce que ça a été de trouver l'éditeur, les roches d'inspiration, le syndrome de la page blanche ou toutes ces réponses? Tu dirais quoi dans ce Moi, j'ai jamais processus-là? ça, le syndrome de la Non. page blanche, c'est impossible. Toi, ça roule. Oublie ça. OK, c'est bien ça. Non, j'ai jamais ça. L'éditeur, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, puis je vais parler au jeu pour pas Oui, ben oui. impliquer personne, mais je me rends compte qu'on veut publier un livre, mais c'est à nous qu'on veut parler en premier. Ce qu'on dit dans nos livres puis dans nos trucs, c'est des messages que nous-mêmes, on a besoin d'entendre. Alors, écrire ce genre de livre-là, un peu de Oui. croissance personnelle, ben c'est vraiment... ça vient te chercher dans tes bas-fonds, là, dans ton intérieur, dans ta Ouais. caverne, là. Fait que déjà, le processus d'écriture en soi... Ton sous-sol. Ouais, c'est ça, ton sous-sol intérieur. Mais hey, c'est quelque chose, là, quand t'es pas habitué de te faire dire non, de ton livre s'en va dans tous les sens, c'est tout croche. Puis, tu sais, les gens, ils mettent pas toujours des gants blancs pour te dire des choses. Il y en a qui te le disent avec de la douceur, mais même avec de la douceur, ça fait comme... Oui, oui. Quand c'est direct, parfois, c'est difficile à prendre. Surtout qu'on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais, il y en a c'est qui ont pas tellement trop vrai. l'art de la dire, disons. Fait que ça, ça a été un grand processus. Fait que d'une fois à l'autre, en même temps, je suis une fille hyper résiliente puis travaillante. Oui. Fait que je reprenais le livre, je le retravaillais, puis j'évoluais à travers ça. Fait que des fois, j'étais comme, OK, ça n'a pas rapport. OK, ça, c'est... Une espèce de thérapie en même Ouais, temps, comme oui. certains artistes le disent. Il y avait beaucoup de victimite aiguë, Ouais. si me permet mon expression, dans mon livre. Ben oui. Puis, tu sais, j'ai comme ramené ça avec le temps. Puis, à un moment donné, j'ai eu un non. Encore. Puis là, j'ai pleuré. Là, c'était donc bien triste, mon affaire. Puis j'animais un groupe Facebook à ce moment-là. En autant que tu pleures pas pendant l'émission. Non, Parce que ça j'ai serait de ma pleuré, faute, premièrement. là. Je vais pas pleurer. Bon. Mais je pleure souvent, je suis une grande hypersensible. Fait que Devant moi, des films. quand je suis heureuse, je pleure. Quand c'est touchant, Ah, je ben, pleure. c'est bien, Je ça. coupe mes oignons, je pleure. Ben, Après ça, tu passes là-bas. mais ouais, c'est ça, j'animais le groupe. Fait que j'avais partagé ça dans le groupe. Oui. Et je vais dire, ben, regarde, je prends ça, puis je vais en faire quelque chose de beau. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire, puis tu sais, je suis en train de lâcher prise. Puis dans le groupe, il y a quelqu'un qui a dit, écoute, je voudrais te présenter quelqu'un, il y a un auteur que je connais, peut-être qu'il va pouvoir t'aider. Oui. Puis elle me présente avec Benjamin Faucon, qui est pour ADA Édition. OK. Et on n'écrit pas du tout le même genre de livre, mais super gentil. Le gars me dit, veux-tu m'envoyer un ou deux de tes chapitres? Puis il a lu mes chapitres, tu sais, puis je remercie vraiment sa Ça a bonté. cliqué. Il a dit, écoute, on n'écrit pas du tout la même affaire, puis pas du tout de la même façon, mais il dit, je reconnais que tu as vraiment un beau style d'écriture. Puis il m'a mis en contact avec Mylène Archambault à ce moment-là, qui était chez ADA, qui Oui. n'y est plus, mais à ce moment-là, c'était elle, la magicienne, qui a... Elle a connecté avec moi, puis avec mon histoire. Je pense que ça résonnait pour elle dans certaines choses, et puis il y a eu un grand processus qui s'est enclenché. Puis le jour, ça a été long avant que j'aille chez ADA la rencontrer. Et le jour que je suis allée, c'était tellement magique. Puis quand je suis sortie de là, parce qu'elle m'a dit, Maria, ça ira pas dans un an, tout le calendrier. Puis là, je me suis dit, hey, j'étais à bien d'attendre. Là. Ouais. J'étais vraiment écœurée.
Puis j'ai dit, regarde, laisse-moi juste réfléchir. Je suis partie dans mon auto, là, puis je te jure, là, ça va faire bizarre à expliquer, là, mais c'est comme si quelqu'un me transportait. J'avais pas le sentiment de marcher. C'est comme si on m'avait transporté puis ça me touche encore, de ma voiture du building jusqu'à ma voiture. On appelle ça la lévitation. Ah, c'est peut-être ça. Mais je pense qu'il y avait vraiment quelque chose qu'on peut pas expliquer. Je ne mettrais pas de mots dessus. Puis j'ai su à ce moment-là que ça devait être puissant pour que toi ne mettes pas de mots dessus. Il y a des efforts aussi que les auteurs font qui n'apparaissent pas au registre. Comme tu m'as dit, investir de ton propre portefeuille à un moment donné. Mais si tu arrives à un certain succès, ben, je veux dire, c'est correct aussi. Mais tu sais, le succès, c'est très... c'est basé sur un paquet de perceptions, là, mais pour moi, ce livre-là, même si on n'a pas vendu des milliers de copies, c'est un succès, il a fait ce qu'il avait à faire, il m'a préparé. Influencer des gens aussi. Oui, j'ai rencontré... C'est ça, des témoignages que tu as, des gens qui ont lu ça, c'est gratifiant. Partout. C'est ta vraie paye, comme on dit. Oui, parce que honnêtement, il y a peut-être des gens qui ont la chance et tant mieux, qui ont... Oui. Faire de l'argent avec ça, là, on va dire qu'ils peuvent en mettre des sous dans leur poche. Mais je pense pas qu'au Québec, il faut faire ça avec cette intention-là. Si ça vient, tant mieux. Ben, j'allais te le mentionner plus loin, c'est que tu disais c'est une lubie de faire ça pour faire de l'argent au Québec. Ce ne sont que des exceptions qui arrivent à avoir un succès financier un peu plus grand. Moi, je dis pas qu'on peut pas... Il ne faut pas s'attendre à faire $1 million. Si tu fais ça pour ça, tu n'es pas sur le bon chemin. Ben, je pense que dans toute activité... Nous allons prendre une pause, ma chère Marie-Ève. On va revenir avec le vif du sujet, soit le mal de vivre. Je vous rappelle que vous écoutez Bâton Rouge Live, qui fait référence au fameux restaurant de la Chenaie. C'est un endroit imbattable quand on parle de bons repas. Et n'oubliez pas, le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge. C'est un restaurant de choix qui vous attend au 1400 rue Yves Blais. Présentement, c'est fermé, on le sait, la salle à dîner, mais il y a toujours la livraison, les commandes pour emporter, le fameux take-out. Je donne le numéro de téléphone de ce restaurant de choix, qui, je vous le rappelle, est situé au 1400 rue Yves Blais. C'est le 450-581-1888. Je vous rappelle également que nous sommes en conversation avec une écrivaine dont l'histoire est plus qu'intéressante, Marie-Ève Lamontagne. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites, et pour certaines familles, c'est un véritable drame. Et la solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse. Un service personnalisé. Donc, je donne le numéro de téléphone dans le 450 pour la solution Rive-Nord Extermination. 582-6706. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom et qui a pignon sur rue déjà depuis 24 ans, donc beaucoup d'expérience vous attendent là aussi. Un très beau magasin, une bonne réputation, tout simplement le numéro de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des bas prix, allez voir François, un chic type, le propriétaire, au 303 Notre-Dame à Repentigny. Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. N'oubliez pas les 3 mots magiques, comment ça va en plein confinement, je me répète, je le sais, mais c'est important. Vous allez prouver que vous êtes un véritable ami. Appelez quelqu'un, comment ça va, ça ne coûte pas cher et vous allez semer un brin d'optimisme et de joie dans le cœur des gens. Maintenant, ma chère Marie-Ève, j'aimerais analyser le fameux mal-être, le mal de vivre dont tu as fait l'expérience. Et ça prend de l'humilité à revendre, en quelque part, pour venir à l'émission et en parler ouvertement. Sans jouer les psychanalystes, ça se joue étant jeune, je crois. Moi, j'ai une question pour toi. La faible estime de soi que vivent parfois, même souvent, certaines personnes, est-ce que c'est une question de personnalité ou d'abus de l'entourage étant jeune et moins prêt pour affronter et pour jouer le jeu de la vie? C'est une grande question que tu me poses et écoute... Les réponses peuvent être multiples, mais je veux ton expertise parce que toi, tu es passé par des choses spéciales qui t'ont poussé à aller plus loin. Ouais. C'est-tu une question de personnalité ou ça va avec l'entourage qui abuse, soit verbalement ou physiquement? Toutes ces réponses. Je pense, moi, j'ai eu la chance de grandir en campagne, dans un environnement extraordinaire. J'aurais pas pu rêver mieux comme environnement dans lequel grandir, mais bon, dans ma famille... Tu sais, les gens ne se mariaient pas pour les bonnes raisons. Mon père n'a jamais voulu se marier, il s'est marié quand même. Tu sais, l'Église était très présente. Ouais. Tu sais, personne ne les forçait, mais en même temps, leur conditionnement mental les forçait. Fait que, ça crée des situations que ça se sent dans l'énergie quand les gens sont pas bien. Tu sais, les parents pensent que les enfants s'en rendent pas compte, mais non, on absorbe ça. Alors, moi, je veux pas mettre un gros nuage noir. Mon enfance m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui, mais
Mais ça a été difficile. Mes deux parents, déjà, alors que j'étais dans le ventre de ma mère, ils ont vécu des gros drames dans leur famille, des décès, beaucoup de tristesse. Et j'ai comme l'impression des fois que ça s'est imprégné en moi et que je suis arrivée avec un bagage émotionnel qui m'appartenait pas vraiment. Puis, j'aime ça, ce que tu dis là. Ouais, alors, puis je suis arrivée vraiment dans de la grosse tristesse. Alors, j'ai eu, pendant 40 ans, je l'ai traîné avec moi, cette tristesse-là. Et en même temps, je suis comme une sensible qui avait des dons, je sais pas comment dire, des dons hyper sensoriels, Oui. développés. Quand j'étais jeune, je m'entendais des petits bonhommes dans le garde-robe, je voyais des grosses bébites noires, je chantais des entités. Velues. C'était pas beau. Fait que ce côté-là, évidemment, Oui. tu t'auto-rabaisses parce que dans mon environnement autour de moi, je veux dire, il y a personne qui parlait de ça à l'école, mais mes parents n'en parlaient pas. Ma mère, elle m'acceptait là-dedans. En ce moment, c'est une personne extrêmement sensible aussi qui vivait ça. Mais c'était pas... Quand je regardais mon univers autour de moi, je me disais, je suis pas normale. Puis moi, je me trouvais vraiment, je me sentais comme le vilain petit canard. Puis j'avais l'impression d'être E.T. l'extraterrestre. Puis je me disais, tu sais, je me disais, putain, sur quoi je peux peser? Tu avais des raisonnements qui correspondent pas à un enfant de 6, 7, 8 ans. Non, Qui vraiment. habituellement joue dans ses bébelles. Toi, t'étais... Je comprenais pas rien de ce T'étais monde. ailleurs. Ouais, non, vraiment. Puis, parce que, écoute, j'ai pas compris ça. Quand j'avais 10 ans, j'avais compris ça Ouais. dans mon cheminement intérieur. Mais t'aurais pu tomber dans l'abus de substance. À 15 ans, 20 ans, je veux dire, t'as été exposé à ça, t'aurais pu Tout n'a pas tomber été là-dedans. rose, hein, mais, Non. mais je déteste la drogue. Tu sais, j'ai Ben, une chance. fumé des joints comme Ben tout oui, le monde, tout ben ça, oui. mais je détestais perdre le contrôle de moi, fait que j'ai pas vraiment tombé là-dedans. Moi, où j'ai tombé, c'est dans la perfectionniste, dans la OK, le contrôle. performance, le contrôle, Oui. puis la Dû à ton insécurité qui venait de la la quête basse estime d'amour de soi. qui m'amenait dans la performance. Ouais. Oui, parce que la performance, ça aussi, on va en parler plus loin. Des fois, ça cache quelque chose. Ben oui. Un workaholic ou quelqu'un qui est toujours à travailler, qui n'a jamais le temps pour rien. À un moment donné, tu passes à côté de certaines choses. C'est normal d'avoir un certain rush à un moment donné. Tu sais, les domaines principaux qui sont touchés par la faible estime de soi, il y en a plusieurs. Entretenir des relations toxiques, ça c'est le cas classique. Aller vers des situations non positives, vivre une certaine désorganisation. Selon ton expertise, tu dirais, ou dans ton cas, c'est quoi qui est le plus touché? Parce qu'on va manquer des opportunités aussi au niveau de l'emploi. On va entretenir, comme je le disais, des relations qui n'ont pas aucun sens. Ça touche vraiment tout. Tu dirais quoi, toi, là-dessus? Ben, si je pourrais te résumer ça facilement, je te dirais, c'est qu'on se crée une vie qui est totalement désalignée avec nous-mêmes, avec notre essence. Il y a des gens qui s'en sortent jamais. jamais. Non. Parce qu'ils ne le savent pas, qu'ils vivent un mal de vivre. Non, puis les gens sont pas... on n'a pas appris. On n'a pas appris qu'on avait une puissance à l'intérieur de nous, qu'on avait le pouvoir de changer les choses, de changer notre façon de voir la vie. Moi, je pensais même pas que j'avais ce droit-là, là. Tu sais, quand on me dit, t'as le droit de choisir ce que tu veux, puis si tu veux mettre deux bas pas pareil, t'as le droit, puis si tu veux faire à croire que t'es une princesse, t'as le droit. Mais moi, j'ai eu une mère hyper castrante. J'aime pas ça le dire publiquement. Parce castrante? Oui, castrante. Mais elle a appris ça d'elle-même, puis je voudrais pas que ça absorbe négativement quand même, mais c'est la vérité. C'était quelqu'un, tu sais, très contrôlante. Puis ma mère, elle avait un grand craving d'amour, un grand vide, je pense, à l'intérieur d'elle aussi. Puis, en tout cas, du moins, je vais dire que c'est comme ça que moi, je le perçois. Je veux pas dire que c'est ça, je veux dire que c'est comme ça que je le perçois et que je l'ai vécu. Puis, c'est comme si elle exigeait toujours des autres qui remplissent ce vide. Puis, moi, j'existais pour les autres toujours. Fait que tu te crées une vie. Quand tu as un manque d'estime de soi, dans le fond, tu vas la chercher auprès de n'importe qui que tu veux. Fait que tu vis la vie des autres, de tout le monde, un petit peu lui, un petit peu elle, un petit peu ci, un petit peu ça. Et tu n'es qu'un complément. T'es comme une passoire à spaghetti qui s'emplit avec un petit peu d'amour de lui, un petit peu d'amour de elle, ok, un bon compliment, mais t'es jamais entier, t'es toujours en train de te vider, puis ben, ça reste que tu restes perpétuellement dans un certain mal-être, un vide, une tristesse, un manque, puis les situations que tu crées dans ta vie sont en corrélation avec ça, vraiment, tu crées des emplois qui sont pas en alignement avec toi, des relations shit. Ça va très loin. Oui. Tu sais, nous connaissons tous les solutions que finissent par évaluer et choisir les gens qui souffrent intérieurement. As-tu déjà été jusqu'à penser à l'ultime geste?
Ah ben oui, au moins Ah 1000 ouais? fois, oui. Mais tu l'as pas fait. Mais je voulais pas le faire, en fait. Je voulais pas... tu sais, je vais le dire le mot parce C'était que là, c'est trop tabou, là. Mais merci de l'avoir retenu, mais moi, je vais me permettre de le dire. Le suicide, là. Ouais. Premièrement, oui. Je ne... Hey, c'est un sujet tabou, hein, ça m'enlève mes mots de la bouche. C'est pas tabou, en fait. Je ne voulais pas me suicider. Je voulais que cette douleur cesse. C'est très différent. Puis je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Les énergies sont très intenses. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas qui se passent. Ben là. oui. Hein? Fait que moi, c'était ça. Oui, j'ai eu 1000 fois, en fait, je souhaitais juste de m'endormir puis de pas me réveiller. 1000 fois, j'étais sur la route puis je me suis dit, peux-tu m'envoyer dans le décor puis genre faire en sorte que je chante plus rien. Mais je voulais pas mourir, mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui me disait, faut que tu continues, faut que tu continues, faut que tu continues. Mais ça, c'est un instant à la fois. Faut revenir en soi, respirer puis... Mais ça m'arrive encore qu'il y a des moments que j'ai ce noir-là, ça m'arrive. Puis en même temps, j'apprends à l'embrasser, si tu veux, à faire la paix, parce qu'on peut pas être dans la lumière sans explorer nos côtés sombres. On peut pas avoir du succès sans connaître certaines formes c'est la dualité de la vie qui nous pousse. Alors, j'essaie d'être en paix maintenant avec ça. Irais-tu jusqu'à dire que ton premier bouquin t'a sauvé la vie? Mon fils m'a sauvé la vie. OK. Comment? Ah, parce que la responsabilité d'être une maman. Je le sais pas. Ben, je pense qu'il y a plein de façons. C'est une belle question. Je te dirais que Non, mais tant mieux. Je me poserais une réflexion là-dessus, mais il y a eu plein de choses comme mon livre qui m'ont permis de tenir la route. Ouais, tenir la route. Mon fils, s'il n'était pas né, honnêtement, je ne sais pas. Non, on ne le saura jamais, mais c'est sûr qu'une responsabilité familiale, ça vient peut-être des fois redresser des choses. Mais tant mieux, quand il va entendre ça, il va être... Il ne m'écoutera pas, là, c'est un ado. Bon, on ne sait jamais si tu dis qu'il a été mentionné. Maintenant, une question pouvant peut-être éclairer certaines personnes qui vont écouter ça, puis tant mieux si on peut influencer les gens. À chacun sa vision de la vie, mais ta définition bien personnelle du mal de vivre, tant intérieurement que physiquement, parce qu'à un moment donné, il y a une incidence aussi sur le point physique. Les résultats vont jusque-là. C'est quoi ta définition bien personnelle de ce que tu as vécu, du mal de vivre, du mal-être, mal dans sa peau? C'est quoi, selon toi, avec toi qui jouis d'un grand lexique de mots, étant auteur? Ah boy, hey, ça, tu m'amènes dans des grandes réflexions. C'est une entrevue existentielle aujourd'hui, mais avec le sourire. Je vais y aller dans mon ressenti. Ce qui montre, c'est un grand manque de respect pour soi. Dans le fond, dans ses idées directrices. Dans ses idées, dans l'estime de soi, c'est un pas vers l'amour de soi. C'est d'abord, pour moi, l'estime de soi, c'est un regard positif sur soi. C'est la première étape dans le grand chemin du retour à soi. C'est l'estime de soi, pour moi, ça a été de me donner une image positive de moi alors que je me voyais comme un petit canard. Mais après, l'estime de soi, tu peux pas juste rester dans l'estime de soi. Ça n'enlève pas tes blocages émotionnels, ça n'enlève pas ton passé, ça n'enlève pas... Pour moi, la vérité, pour moi, à se choisir, c'est des micro-actes à tous les jours, à chaque instant. De choisir de se taire ou de parler, de choisir de manger ce que tu as envie ou de choisir de manger ce que ton mari ou tes enfants ont envie. Tu t'oublies ou tu te choisis. C'est se reconstruire qui on est, se retrouver son entièreté, rebalancer les deux pôles opposés, le féminin, le masculin, le noir, le blanc, la lumière, l'ombre, mais ça passe par sa vérité de tous les jours. Donc, puis il y en a un tabou. C'est que l'estime de soi, quelqu'un qui a une haute estime de lui sans verser dans la vantardise, parfois c'est mal vu, parce qu'il y a une différence entre égocentrisme et se respecter. Mais il y en a qui disent « Ah, il s'aime ou elle s'aime ». Puis ça, des fois, ça vient fausser les données, je trouve. Mais faut pas mêler les choses pour moi. L'estime de soi puis l'amour de soi, ben tu sais... Pour moi, c'est tout un peu différent, ça. Chacun a ça. C'est comme des choses différentes. Mais il y a des gens, comme tu dis, mais il y a des gens qui vont avoir une très haute estime d'eux-mêmes, mais c'est un mécanisme de défense parce que dans le fond d'eux, ils se sentent comme de la chenoute, puis ils développent un mécanisme vraiment très fort de développer une image positive de soi. Mais si tu casses cette armure-là, ils sont plus rien, là. C'est ça. Une armure fissurée, comme tu l'avais mentionné dans nos conversations. Si tu fais des trucs de sport et tout ça, des fois,
il y a des gens, par exemple, qui passent leur vie à être dans le hockey, dans le sport. Ils développent vraiment une autre estime d'eux. C'est des joueurs de hockey professionnels. Oui, le sport vient aider spécialement l'adolescence. Oui, mais là, il arrive un accident. Tu sais, moi, j'ai connu quelqu'un comme Ouais. ça. Il arrive un accident, ils Très bon perdent exemple. leur image. Ils sont plus rien. Ils ont plus... Ça fait que l'estime de soi, là... Ben, ce qui m'amène peut-être à une phrase que tu m'as dite hier au téléphone, que j'ai bien aimée. Quand on est dans l'ego, on n'est pas dans le cœur. Et ça peut être trompeur. C'est une forme d'inconscience qui règne sur soi. Puis parfois, l'ego, presque inévitablement, va amener à la dérive. Oui, puis en même temps, il faut honorer qu'est-ce qu'il est. C'est ça qui fait... Ça en prend un peu. Ben oui, ça en prend, mais c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on choisit de faire des choix de cœur. Tu sais, on peut pas être... Moi, je crois pas qu'on peut être toujours dans le cœur, là, tu sais, dans le sens que, à un moment donné, il faut que je me rende compte que j'ai été... tu sais, j'ai fait des actions, des trucs qui étaient... C'était pas fin, tu sais, on a des émotions. Tant qu'on a des émotions, tant qu'on est des humains et qu'on vit l'expérience de dualité, je veux dire, notre ego... Il va être là, mais à un moment donné, ben, c'est un choix. Faut pas que ce soit démesuré. Ben non, mais c'est ça, puis tu fais tes choix au quotidien, puis ça m'arrive, là, des fois, de conduire, puis d'être en maudit après le gars en avant, je suis comme, ah, tu sais, puis je fais comme, bon, mais tu sais, pour moi, l'ego, c'est de reconnaître aussi qu'on est des humains, puis qu'il n'y a pas à être, tu sais, moi, je suis pas tout le temps de même, tu sais, tout est calme et beau, je vis mes trucs, là. Tu sais, il y a plusieurs personnes... qui ont justement ce mal-être en eux, le mal de vivre, et ne le savent pas. Mm-hmm. Ça, c'est à peu près la pire des choses. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Parce que moi, j'ai noté quelques signes qui sont inversés sur l'estime de soi, qui est basse. L'arrogance, le flash, les gens là, qui sont dans le regard des moi. Bien souvent, quand tu creuses, tu vois que ce sont des gens qui manquent d'humilité, peut-être à cause d'une faible estime de soi, la prétention, évidemment, la grande gueule. Celui qui parle. Et le meilleur exemple, je pense que c'est Jerry Lewis, un homme qui a fait rire des gens toute sa vie. C'était sa cure. Il souffrait intérieurement de son propre aveu et physiquement, parce qu'il était malade. Et il a passé une vie à faire rire les autres, comme Robin Williams, qui finit par se suicider. Se présenter aussi comme un objet sexuel. On voit ça chez des jeunes filles. C'est très à la mode. Oui. Je m'excuse d'employer cette expression-là, mais la craque de boule à l'année, je veux dire, ça révèle quelque chose. Non, c'est pas ton cas, là, je dis pas ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Se présenter constamment comme un objet sexuel, le culte du corps, ça cache quelque chose parce que tu es autre chose. C'est comme le gars qui se monte toujours les bras. Tant mieux si t'es en forme, tu as fait une shape, mais si 12 mois par année, c'est le t-shirt à manches courtes, ben tu n'es plus une personne, tu es une paire de bras ou une paire de seins. Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? Parce que les apparences sont vraiment trompeuses, parfois. C'est... J'ai bien résumé. Oui, tabarouette. Ben, ces personnes-là, premièrement, s'ils t'entendent, ils risquent d'être déclenchés de t'entendre. C'est déjà un bon signe que ça vient de chercher. Quand les propos de quelqu'un nous font réagir, c'est parce qu'on a à... Tu sais, quand t'es en paix à quelque chose, même si tu me dis que je suis ci, je suis ça, si je me sens pas comme ça... je te dis, mettons, je te disais, t'es pas bonne au hockey. Ben, tu le sais que t'es pas bonne au hockey. C'est ça, tu sais, ça m'insulte pas. Quand quelque chose un propos vient nous affecter, pour moi, c'est le signe qu'il y a quelque chose à explorer. Mais c'est pas notre rôle non plus de le dire aux gens, c'est notre rôle d'être vrai, de nous dire les choses comme, tu peux-tu arrêter de faire ça, moi ça me dérange. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ben, la vérité est toujours bonne à dire. Ça dépend de comment la dire. Oui, c'est ça. C'est pas en montrant du doigt. Tu peux pas arriver dans la vie de quelqu'un puis bang, lui dire sa vérité, je veux dire. Mais c'est pas à nous de dire la vérité des gens. Moi, je pense que c'est ça. Donc, ces personnes-là sont pas prêtes à se voir telles qu'elles sont et à aller plonger dans cette caverne, quelque fois comme tu disais ça tantôt. Le sous-sol. Le sous-sol, ben, t'auras beau dire n'importe quoi. Puis, le sac à dos. Moi, le sac à dos. Moi, j'aime bien ça. Ben oui. Mais après tout ce cheminement, autant personnel que professionnel, te sens-tu à l'abri d'une espèce de rechute? De revenir à un état où tu as moins d'énergie, où tu te sens, comment je pourrais dire, barricadé face à ça maintenant? Oui. Es-tu heureuse maintenant? J'ai toujours... J'ai développé une très grande solidité intérieure. Maintenant, je sais comment retourner. Quand je bascule dans... puis j'ai vécu pas plus tard que la semaine passée, mais j'ai une amie qui est extraordinaire, elle a plein de beaux dons et elle est en contact avec plein de monde, ça fait que des fois ça m'amène à comprendre qu'est-ce que je vis.
on juge souvent qu'est-ce qu'on vit aussi, puis ça nous aide pas. Alors, quand je vis ces moments-là, on en vivra toujours. La vie est pleine d'épreuves pour nous amener toujours plus en profondeur. Fait que oui, j'ai des hauts et des bas émotionnels, j'ai toujours été une personne sensible. Ça va continuer d'arriver. C'est correct aussi. Mais je ne dérape plus. Il ne faut pas se déshumaniser en voulant, comme dit. je le disais, mettre une barricade. Très bien dit, déshumaniser. On reste des humains, puis tant qu'on n'embrasse pas ça, Oui. tu sais, moi je me suis rendu compte que j'essaie d'avoir une vie parfaite, sans douleur. Tu sais, ça fait pas très longtemps que j'ai réalisé ça. J'étais, voyons donc, je suis en train d'essayer d'avoir une vie parfaite, mais c'est vraiment inconscient. C'est le faux désir de permanence, Ouais, comme on voit vraiment... dans certaines religions. Oui, peut-être, en tout cas, mais... Ben, dans le livre, une de tes expressions, se respecter et mettre ses limites. Je pense que ça, c'est une clé. Mettre ses limites. Et écouter son, comme on le dit, on l'a dit dans d'autres entrevues, son ressenti. Ben oui. Je veux dire, ça ne ment pas. T'es pas bien dans une pièce avec quelqu'un ou t'es pas bien dans une situation, ça veut dire quelque chose, mais on dirait que peut-être à cause du culte de la performance, soit le capitalisme ou soit on veut respecter les bonnes manières, ben on ne s'écoute plus. Mais les gens ne savent pas non plus qu'ils ont le pouvoir de transmuter ça, cette énergie de malaise-là. De toute façon, il y a des gens que, oui, sauve-toi quand tu ne t'en pas bien, respecte-toi. Au pire, après, tu vas réaliser des affaires, puis on peut toujours réparer quand on fait un faux geste. Ou, je veux dire, c'est pas fini. Après, la vie est pas finie. Tu peux t'excuser, tu peux revenir, tu peux dire, excuse-moi, j'ai vécu ça. Tu sais, quand on parlait de vérité, pour moi, c'est ça. C'est arrêtons, mais on se dit juste les vraies affaires. Excuse-moi, j'ai vraiment mal réagi, j'ai été pognée d'une émotion, j'ai eu besoin de sortir, il s'est passé ça pour moi maintenant. Écoute, tu sais, mais se faire confiance. Se faire confiance quand on sent que quelque chose, dans quoi on est inconfortable, on se dit, s'écouter. Ça devrait pas, la personne a tellement l'air gentille, ou ci ou ça. Ça n'a pas rapport, de gentil, pas gentil, tout ça. On porte toutes des choses à l'intérieur de nous, autant de la belle lumière qu'un côté d'ombre. Puis des fois... Il faut faire attention à l'idéalisme, où tout est blanc ou noir. Moi, non. Se fier à ce qu'on ressent, puis c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça pour moi, dans l'expérience de qu'est-ce qu'on ressent, qu'on met en action, qu'on se crée des repères, puis qu'on devient de plus en plus solide, puis qu'à un moment donné, tu sais, il y a des fois, mon ressenti, je le savais, là. Je savais, là, de pas... non, mais j'étais dans le doute, mais je me suis dit, je vais le faire quand même, mais la prochaine fois, crée-moi que je le ferai pas, par exemple, parce que... Marie-Ève, quelqu'un t'aurait dit, disons en l'an 2000 ou en 2010, que tu aurais fait toutes ces belles réalisations et que tu serais dans l'état que tu es là. L'aurais-tu cru? Non. Que tu aurais été ici avec Stevie Ray à parler de tes expériences avec un large sourire. Aurais-tu cru ça? Hey, c'est une bonne question. Il y a quelque part en moi quelque chose qui savait qu'un jour, je ferais quelque chose de plus public. Depuis que je suis petite, la princesse Diana, quand elle était plus jeune, elle racontait que elle le savait qu'elle était vouée à être... Ça, tu sais, elle le ressentait déjà quand elle était jeune. Ça a toujours été à l'intérieur de moi. Mais jamais avec ma tête et ma faible estime, jamais j'aurais pu deviner. Puis c'est drôle, si tu me permets, j'arrivais chez un ami il y a quelques jours, puis elle était fâchée après des gens qui disaient que les gens avaient l'espèce de syndrome... comment qu'elle appelait ça? Tu sais, des gens qui ont beaucoup de succès, puis qui se font honorer pour ça, puis qui disent « je m'en attendais pas pantoute ». Puis elle était comme choquée de ça. Et j'ai dit « mais c'est-tu quoi? » Fausse modestie. J'ai dit « oui, je suis sûre qu'il y a de la fausse modestie, surtout dans le milieu artistique ou n'importe où. Plus qu'on a une estime de soi artificielle, plus d'après moi, il y a de la fausse modestie. Mais si je me fie à mon expérience personnelle, quand tu as été beaucoup dans la souffrance, t'es tellement habitué d'être dans l'effort acharné, de survivre, de réaliser qu'à un moment donné, quand le monde me dit « tu réalises-tu tout ce que tu as réalisé? » Puis je parle même pas juste en termes de faire des livres, de réalisation intérieure, puis je le vois pas. Je le vois pas. J'ai de la difficulté à expliquer pourquoi. C'est comme si on est tellement C'est comme habitué. si on avait une destinée préétablie parfois. Ben, il se passe des choses, puis en rétrospective, on pense à ce qu'on a accompli, puis on se dit « tabarouette, c'est moi qui ai fait ça ». Puis ça fait partie du passé, j'aurais pas. On s'arrête rarement pour regarder le passé, on gère beaucoup plus le futur. Ben ça, c'est pas mon cas. Moi, je suis un petit peu passéiste, étant archiviste puis collectionneur. Mais parfois, c'est pas toujours bon. Non, c'est ça, non, mais d'honorer notre passé sans rester pris émotionnellement. Se servir du passé pour avancer. Exactement. On arrive à une entente.
Yeah! Marie-Ève, le conseil, j'aime bien dire ultime pour sortir de sa torpeur, pour quelqu'un qui écoute ça, puis ça lui allume une lanterne. Tu dis quoi en une ou deux phrases? Aller là où le cerveau veut pas aller. Puis là, je parle pas de... Donne un exemple, ouais. Ouais, pas partir à l'autre bout du monde, c'est pas ça, mais dernièrement, j'ai réalisé que c'est ça, quand on va à un endroit que notre cerveau veut, c'est souvent la partie de nous, c'est moi je pourrais dire, une partie naturelle, c'est qui on est de manière naturelle, il y a une partie de nous adaptée, ça vient du système DISC, là, et DISC, pour ceux qui veulent taper ça sur Google, vous allez comprendre, une partie naturelle, une partie adaptée, donc notre moi adapté, c'est souvent qu'est-ce que notre tête dit, oui, va là, ça c'est bon, c'est pour toi, mais moi, dernièrement, j'ai comme allumé que, OK, si je vais là, je reste dans mes vieilles pantoufles, je reste dans mes affaires. Fait que ça commence de manière très simple, tourner à gauche ou le tourner à droite. Changer, à l'épicerie, changer de sens. Je pense que Martine Boucher l'avait dit, cet exemple-là, justement, une fois à l'émission. Mais des petits changements, au lieu de prendre un café, essaye de prendre d'autres choses, de briser la routine par des micro-actions. Ça nous donne une confiance, puis ça nous ramène aussi dans... ça nous fait explorer toutes sortes de mécanismes de peur, d'incertitude, de perte de contrôle, puis ça nous ramène à l'intérieur de nous. Ça, je m'amuse follement avec ça. C'est inconfortable par moments, mais c'est amusant. Moi, j'ai bien aimé dans ton discours, là, que ce soit dans nos conversations ou ici même à l'émission, l'amour des gens, la gratitude et l'entraide que tu exprimes. Et ce sont des mots du vocabulaire de ceux qui ont connu un certain succès, qui ont fait de belles choses. 3 autres mots, retour à toi-même, retour à soi-même, la guérison et la reconstruction. Je pense que ça complète bien ta trilogie, parce que tes 3 bouquins, c'est une trilogie finalement. Une suite? C'est important. Non, mais je te pose la question. Non, c'est pas une suite du tout. Le 3e, parce que, je sais pas si tu l'avais mentionné, mais j'ai un 3e livre qui sort en avril, et c'est sur un thème complètement différent. Mais ça se rejoint quand même, tu sais, ça parle de l'amour. Tous ces thèmes-là sont encore au cœur du livre, c'est juste amené complètement différent C'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu connais l'auteur Dan Brown, qui a connu un succès incroyable pour le livre Da Vinci Code. Je ne te dis pas que j'ai lu tout ça, mais je sais. Mais tu sais de nom, c'est certain. Le livre Da Vinci Code, ça a été un succès mondial phénoménal. J'ai adoré ce livre. Et, ça t'a influencé? Non, mais tu vas comprendre pourquoi. Quand j'ai lu son livre, je me suis intéressée bien sûr à ses livres qu'il avait fait avant. Puis il en a fait plusieurs. Il avait fait 1, 2, 3 livres, même un qui s'appelle Ange et Démon, dont le film est sorti après le Code Da Vinci. Mais en lisant ses livres, j'ai fait « Oh mon Dieu, il était vraiment en train de se faire la main sans le savoir pour son best-seller. » Ça me donne des frissons juste de le dire, mais je sentais l'évolution. Ça fait partie de l'évolution. Ben oui, c'est tellement vrai. Puis j'ai vraiment l'impression, ces 2 livres-là, ça a été vraiment 2 expériences complètement différentes d'écriture. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. Ça m'a capté. Puis je me dis, mes 2 premiers livres m'ont vraiment préparé pour celui-là, qui est pour moi 100% moi, le 3e. Ça, c'était ma souffrance. Le 3e, c'est moi dans tout ce que je suis en entièreté. Et la suite, y aurait-il le numéro 4, 5, 6? Une chose à la fois? Je ne dirais pas une suite, mais d'après moi, c'est pas mon dernier. As-tu un certain sentiment d'accomplissement qui va au-delà aussi de ton bien-être maintenant? Je me sens en paix. Plus que dans l'accomplissement, je me sens profondément en paix avec moi-même. Et si je reprends ton mot accomplissement, pour moi, c'est l'accomplissement de chaque journée, de chaque instant, dans la paix. C'est vraiment ça qui est là pour moi. Puis oui, en fait, j'ai entrepris plusieurs projets que j'ai abandonnés. Je veux dire abandonner en cours de route parce que souvent je me sens embarquée pour des raisons mentales dans des projets sans vraiment écouter qu'est-ce que... Ton cœur. Ouais, c'était tous des beaux projets, mais tu sais, je voulais aider, je voulais prendre en charge des trucs qui m'appartenaient pas. J'ai voulu... Tu t'oubliais encore. Ouais, j'ai voulu me donner une importance, tu sais, je le dis bien ouvertement, des fois comme... Il est arrivé des phases dans ma vie, surtout après 40 ans, j'avais tellement l'impression que j'étais plus rien. Mon fils était déménagé avec son père. Wow. Je me suis ramassée dans une autre région. Je connaissais plus personne. J'avais plus de réseau social, plus trop d'amis. Quand on fait des changements en soi, il y a du ménage en soi qui se fait. Puis je me suis retrouvée vraiment dans un espace. À un moment donné, j'avais plus de contrat. Je disais, hey, je suis qui, moi? Tu sais, comme faire référence au gars du hockey. Puis là, dans le je suis qui?
Hey, là, j'ai perdu mon idée. Hey, ça m'arrive souvent. Oh, c'est pas grave. On est un peu bousculé par le temps. OK. Tu as peut-être le temps d'y penser. Ah, OK. Je m'excuse. Je vais y aller avec quelques questions en rafale. C'est quoi la différence en quelques phrases, l'avant et l'après bouquin? Qui es-tu maintenant comparé à ce que tu étais avant? Lequel bouquin ou les bouquins? On va dire les. C'est quoi la différence entre toi avant et après? La paix avec la souffrance. Non, ça, c'est bien. Ta perception de l'humain suite à tes expériences, est-ce que ça a changé? Parce que parfois, on peut dire qu'on n'a pas une grande admiration de l'être humain qui perpétue les guerres et ainsi de suite, et la convoitise et l'ego. Mais vois-tu, quand j'ai dit ça, il y a un objet qui est tombé. Oui, hein, oui. Mais est-ce que ta perception de l'humain est positive? Est-elle changée avec le temps? Il faut que je réponde. Hein? Ça me demande un effort encore de voir le beau dans l'humain en ce moment, honnêtement. J'essaie de tout mon cœur, je veux y arriver. Puis des êtres que je le vois naturellement. Mais quand je vois des gens qui sont fermés à eux-mêmes, qui sont dans le gros ego, qui font des décisions, c'est pas... c'est encore quelque chose que je travaille. Ah non, c'est pas facile. Mais comme tu le disais, quand tu t'en venais aussi, quelqu'un sur la route qui manifestement n'a aucun respect des règles et des gens, je veux dire, ça aussi, ça vient nous chercher. Ah, ça me déclenche, ça. Ah non, ça, c'est pas facile. Spécialement dans une tempête, quand tu vois quelqu'un te dépasser à 130, alors qu'il y avait visibilité zéro. Tu définis ton style d'écrivaine en 2 phrases comment? Oh! Poétique, oui? direct et... Bonne question. J'ai une écriture un petit peu poétique, douce, mais très bagne d'un dents en même temps. Ça, j'ai qu'un ami, qu'est-ce qu'il m'a dit. Écoute, c'est une très bonne question. Je serais heureuse d'entendre les gens qui ont lu mes livres répondre à cette question. Ça serait peut-être plus facile aux gens. Oui. Justement, en parlant des gens, les témoignages que tu as reçus, on disait tantôt, c'est ta véritable paye. Qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? Parce que je veux dire, c'est gratifiant de voir des gens qui t'ont lu et qui te disent que tu as influencé positivement. C'est une grande chose, là. Ben, parce que je pense qu'en tant qu'humain, on croit que nos histoires sont pas intéressantes ou nos histoires. Tout le monde a une histoire, puis tout le monde, à un moment ou un autre dans sa vie, son histoire. C'est ce que je dis dans les émissions, toujours, tout le monde a une histoire à raconter, en autant qu'ils le veulent bien. C'est ça, la différence, c'est que moi, j'ai décidé de l'écrire dans des livres, comme Daniel le disait. Il y en a d'autres qui vont la chanter, il y en a qui vont la peindre. Mais toutes nos histoires sont incroyables. Alors, moi, quand les gens prennent la peine de m'écrire pour me raconter l'expérience, moi, c'est l'expérience de la vie, l'expérience des choses. Quand quelqu'un me raconte l'expérience qu'il a vécue de mon livre, je trouve ça vraiment grandiose et je l'apprécie énormément. Je trouve ça dommage parce que les gens se retiennent parce qu'ils ont peur de déranger. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. C'est bien ça. 3 dernières questions en rafale. Peut-on être heureux sans véritable estime de soi? Bonne question. Je ne sais pas. C'est ça ma réponse. Ah, ben c'est bon. Ta phrase ou ton conseil qui serait rempli de sagesse selon ton expérience pour les futurs auteurs? C'est un conseil. Vis ta vie sans bullshit. Tu dis ça aux auteurs? Oui. N'importe qui. Vivez votre vie, votre vérité, votre histoire, la manière dont vous avez le goût d'écrire, comment vous avez le goût d'écrire, sans la peur de comment vous allez être reçu, à le plonger à fond. Des noms, là, à moins que vous soyez déjà connu, là, il va en avoir. Puis c'est correct qu'il y en ait parce que ça nous emmène encore plus loin. Puis après, il va y avoir la révision qui nous amène encore plus loin. Mais il faut être prêt dans l'expérience intérieure. Parce que dans la révision, il y a la confrontation aussi. Quelqu'un vient dire change ça, puis ça fait pas ton affaire. Ça t'amène. Quelqu'un qui a du caractère comme toi, ça devait être assez difficile par moment. Ben oui, mais c'est parce que ça t'amène dans des profondeurs que tu n'as pas le goût d'aller tout le temps, là. Faut que tu sois prêt à ça. Ou tu t'attends pas à cette critique-là. Non, mais c'est ça. Mais c'est une critique toujours positive. Moi, la réviseur, Patricia, qui a révisé mon 3e livre, elle m'a amené, là, mais elle est extraordinaire. Mon livre ne serait pas le même sans elle. Extraordinaire pour moi, elle fait partie intégrante du livre, mais des fois, au 2e chapitre, j'ai vraiment pensé de tout annuler ça, tu sais. Marie-Ève, un commentaire sur l'énoncé suivant. On fait ce que l'on peut avec les cartes que l'on a dans la vie. On a toutes les cartes, c'est nous qui décidons celles qu'on joue. Ah, ben c'est bien, j'aime ta réponse. En bon québécois, si on voulait te plugger,
les gens qui veulent soit te rejoindre ou avoir accès à ce que tu fais, tu as ton Facebook, Marie-Ève Lamontagne, mais as-tu une page quelconque? Ouais, ben je suis en train de tout remettre ça en branle pour Oui. l'arrivée du livre. Donc pour l'instant, mon Facebook personnel, Instagram aussi, c'est Oui. Pink Mary ou quelque chose comme ça. Je viens d'arriver sur LinkedIn aussi, j'avais pris un grand recul, mais je suis trouvable. Sinon, mevelamontagne@gmail.com, très facile. Moi, personnellement, et au nom de toute l'équipe, je n'ai que des félicitations. Comme je t'ai dit, ça prend de l'humilité pour venir raconter un tel vécu. Tu es l'exemple parfait, comme je te l'ai dit précédemment, de savoir transformer le négatif en positif. C'est la clé de ceux qui réussissent, selon moi. On appelle ça la persévérance. Et un bon joueur fait sa chance. Tu as une belle influence, j'en suis certain, sur les gens qui te côtoient et qui te lisent. On te souhaite encore beaucoup de travail en écriture et de plus en plus de bonheur. Merci. C'était fort intéressant, Marie-Ève. C'est le fun de te connaître. T'es un être que j'espère que tu vas te faire interviewer à un moment donné. Après presque 600 interviews, ça m'est jamais arrivé. J'aurais peut-être des petites choses à raconter. Mais ben oui, pas mal, je pense. Tu es gentil. Ça a été, je suis certain, comme je le dis souvent, si on a influencé une seule personne, bien le travail est accompli. Merci Marie-Ève. Maintenant, avec beaucoup de fierté, je vais vous parler d'un dernier partenaire avec nous qui s'est joint à l'équipe. Je suis vraiment heureux. C'est Métro Plus Fogarty appartenant à M. Peter du même nom. C'est situé au 40 rue Émile Despins dans le carrefour Charlemagne à Repentigny. Le Métro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table. Qualité, service et choix, comme il se doit. Maintenant, je vais vous parler d'un partenaire très important ici. C'est celui qui fait toutes nos affiches, le centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme l'incontournable et pour cause. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord et c'est situé au 351 Notre-Dame en face de l'ancienne marina de Repentigny. Un service varié très professionnel vous attend. Le numéro de téléphone de Pixel, l'incontournable, dans le 450, c'est le 654 99 44. En terminant, je vais vous parler un petit peu de la COVID parce que veux pas, ça fait partie de l'actualité, ça fait partie de nos vies maintenant. Vous n'oubliez pas, porter son masque, faire attention en public, c'est à peu près la seule solution. Comme je le dis souvent, vous pouvez contester certaines normes, certaines restrictions. Oui, il y en a qui sont loufoques, certains disent c'est le couvre-feu, mais on ne peut pas contester la maladie qui est bien présente. Quand on parle de vaccination, bien ça va bon train aux États-Unis. Joe Biden, le président, avait promis que lors des 100 premiers jours de son mandat, il y aurait 1 million de doses d'administrées par jour, et là, il devance même son échéance. À ce rythme-là, au bout de 100 jours, ce sera beaucoup plus que prévu. Ici, on est sous la barre des 1000 cas par jour. Ça, c'est encourageant. Il faut persévérer dans ce qu'on fait. Mais de grâce, s'il vous plaît, ne vous servez pas des médias sociaux pour contester ou d'y aller avec des conspirations loufoques. Vous n'avez pas la preuve de rien. Et l'erreur des gens, c'est de parler comme s'ils avaient de leur salon devant leur téléviseur. C'est comme s'ils étaient dans le secret des dieux. Ils avaient 100% la vérité qui les habite. C'est pas le cas. Il faut demeurer positif et être des leaders positifs. Maintenant, je vais vous parler de Samoto, un de nos partenaires, un garage dont la réputation n'est plus à refaire. Le travail est bien fait. C'est le respect du client en premier. De longues explications vous attendent puisqu'il y a beaucoup d'expérience sur place. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Maintenant, un mot aussi sur le centre de liquidation audio-usagé. C'est un endroit comme on en voit peu. Beaucoup d'équipements sur place. On aime bien dire vintage, que ce soit pour du résidentiel, commercial, vous ouvrez un restaurant bientôt, une boutique. Je vous le dis, c'est surprenant ce que vous allez trouver sur place. C'est situé au 358 Notre-Dame et les réparations sont faites sur place. Dans le 450, le centre de liquidation audio-usagé, donc le 450-654-6849. Sur ce, n'oubliez pas les gestes simples. Ce sont des actions qui ne sont pas compliquées pour se protéger contre la COVID. Ça demande un effort collectif. Et n'oubliez pas également les 3 mots magiques. Je me répète, je le sais, mais spécialement en confinement. Appelez un ami, comment ça va? Ça ne coûte pas cher, vous allez prouver que vous êtes un véritable ami. Et semez un peu de joie dans le cœur des gens. Sur ce, ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.